Merci beaucoup, cher Stéphane Gaulier. Merci donc à cette institution d'accueillir pour l'occasion de cette conférence, cette figure qui est celle de Bruno Latour. Donc c'est effectivement il y a un an exactement, le 9 octobre 2022, que Bruno Latour s'est éteint. Ce que cela veut dire pour lui, comme vous l'imaginez, je ne saurais vraiment vous le dire. Ce que ça veut dire pour moi, pour qui il fut une personne très importante, je pense qu'une intervention publique n'est pas l'occasion non plus de le dire. En revanche, ce que ça veut dire pour nous, ou peut-être pour un nous à venir, un nous potentiel, un nous qui serait fait de celles et ceux qui accepteraient de s'exposer à ce qu'il a dit, à ce qu'il a écrit, à ce qu'il a fait aussi, car il y a beaucoup d'expositions, d'institutions, de propositions, de genre d'expérimentation politique, de suggestions, encore une fois, de choses à faire. Bon, pour celles et ceux qui accepteraient de s'exposer à tout cela et de se laisser transformer par tout cela, je crois que je peux dire ce que, pour ma part en tout cas, je crois que sa disparition signifie. Car ça signifie, à mon avis, une chose assez précise. C'est qu'avec la mort de Bruno Latour, nous avons perdu, je crois, une des personnes qui avait le plus fait et qui était le plus capable de faire pour nous faire comprendre, au fond, dans quel temps nous entrons, dans quel temps nous sommes et dans quel temps nous serons toujours plus. Et je crois qu'on peut résumer ce temps de la manière suivante. Nous sommes au temps où il faut faire atterrir la modernité. Nous sommes au temps où la question du retour sur Terre est au fond le bon mot d'ordre pour comprendre ce que ça veut dire être nos propres contemporains et contemporaines, être au présent. Être présent aujourd'hui, ça veut dire comprendre qu'il faut revenir sur Terre. Donc bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire revenir sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on est parti? Où est-ce qu'on est alors, si on n'est pas sur Terre? Ce sera donc ces questions-là qui vont nous occuper. Mais ce que je voudrais dire, c'est justement le fait qu'un an après sa disparition, nous tenions dans l'absence de cette figure a une conséquence, je crois, pour nous, qui est que nous sommes désormais encore plus responsables de la compréhension de ce que veut dire justement se revenir sur Terre. Tout simplement parce qu'on ne peut plus compter sur lui pour inventer à nouveau, comme il ne cessait de le faire, des trucs de toutes sortes, comme une sorte de magicien qui sort plein d'idées de son petit chapeau, pour nous aider à comprendre ce qui constitue l'urgence la plus immédiate. Donc cette mort, en quelque sorte, nous oblige, au fond. Elle nous oblige et elle implique qu'il faut s'y mettre ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles donc je suis avec vous ce soir, parce que je crois effectivement que nous devons construire les plus larges et les plus diverses alliances que possible autour de ce mot d'ordre, revenir sur Terre, et en discuter de toutes les manières qui seront nécessaires. Donc je suis particulièrement heureux de le faire ici, et je tiens à remercier Stéphane Gaulier de cette invitation dans cet espace qui est le patronage laïque, centre Jules Vallès. Enfin, je ne sais pas si vous dites centre, mais avec un petit sourire au fond sur cette expression de patronage laïque quand il est question d'accueillir la pensée de Bruno Latour, car Bruno Latour était un des rares, peut-être le seul, je dirais, grand penseur récent à être explicitement catholique. Et de manière tout à fait fervente, il s'en est expliqué dans un petit livre qui s'appelle Jubilé, qui est paru en 2001, je ne me rappelle plus. Donc la question, et je trouve qui est intéressante aussi pour nous, c'est de se demander dans quelle mesure ce programme de la laïcité, ou plus exactement ce qu'on appelle en français savant peut-être la sécularisation, la sortie de sociétés supposées marquées par une hégémonie du religieux,
ce que ça veut dire au regard de la question justement du terrestre et de l'impact de nos modes d'activité et de modes d'organisation collective sur les dynamiques planétaires, c'est-à-dire en fait les grands cycles bio-géochimiques dont le carbone est le modèle le plus connu, mais qu'il est loin d'être le seul. L'azote, l'eau, l'oxygène sont aussi de ces cycles biogéochimiques qui sont aujourd'hui très profondément perturbés par nos activités. Y a-t-il un lien, enfin il y a un lien profond entre le programme de la sécularisation et ce qu'on appelle modernité ou modernisation. Donc je trouve intéressant de faire résonner en quelque sorte la pensée de Latour et ce mot d'ordre avec ou à l'intérieur d'un espace qui a été marqué historiquement par le mot d'ordre de la sécularisation. Sans vouloir ranimer quelque sorte de guerre culturelle que ce soit, bien au contraire, dans un esprit au contraire de diplomatie ou de compréhension des alliances possibles entre différentes sensibilités que nous avons héritées donc de l'histoire de la modernité. Cette introduction étant faite, je voudrais donc tout simplement vous dire la manière dont je lis la pensée de Bruno Latour et ce que je considère comme son héritage, en tout cas une manière de transmettre cet héritage. Donc comme Stéphane Gaulier l'a dit, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le philosophe, la Terre et le virus », Bruno Latour expliqué par l'actualité, dans lequel j'essayais de dire de la manière la plus exotérique possible, avec l'adresse la plus large possible, les raisons pour lesquelles je pensais que nous étions aujourd'hui dans ce que j'appelais alors un moment latourien. Je voulais dire par là que la texture de notre présent, du moment présent, de ce dont nous sommes contemporains, s'éclairait par cet adjectif latourien. Latour m'avait appris quelque temps auparavant qu'un cancer d'une très grande vigueur s'était déclaré et il pensait qu'il lui restait très peu de temps. La vérité, c'est que quelque chose d'une vitalité que j'ai, à vrai dire, trouvé surnaturelle et que j'associais nécessairement en fait à la force de la pensée, en fait, à la joie qu'il avait véritablement de penser, a fait qu'il a vécu largement assez longtemps, enfin, en tout cas assez longtemps, pour voir ce livre sortir et pour continuer à faire ce travail. Mon intention en écrivant ce livre était tout simplement, comme aujourd'hui, de partager avec le maximum de personnes possible la compréhension que j'avais de cette œuvre. Donc c'est vrai que dans ce livre, j'ai essayé de faire une sorte de panorama de l'œuvre de Latour au regard de ce qui me semblait, d'un point de vue synthétique, le plus important, et en insistant sur la dernière partie de son œuvre, à savoir ce travail que j'ai déjà évoqué, pour réfléchir ce que veut dire être terrestre. Donc en effet, le livre est divisé en chapitres qui portent le premier sur qu'est-ce que ça veut dire connaître, d'après Latour, qu'est-ce que ça veut dire exister, qu'est-ce que ça veut dire coexister, c'est pas tout à fait pareil, qu'est-ce que ça veut dire avoir une histoire, qu'est-ce que ça veut dire devoir agir dans le monde, dans un monde qui est rééclairé par l'expérience. Autrement dit, que dans un monde qui n'est pas éclairé simplement par une sorte de système a priori qui tombe comme ça du génie d'une pensée, mais qui au contraire suscite cette pensée. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que ce sont les problèmes qui motivent la construction intellectuelle et non pas la construction intellectuelle en quelque sorte qui fabrique des problèmes a priori. C'était un point, je crois, qui tenait énormément à Latour et un point qui fait l'originalité de sa pensée, c'est-à-dire une pensée qui ne séparait pas la philosophie dans sa dimension qu'on pourrait imaginer la plus abstraite, la plus spéculative, de l'expérience. Il appelait même ça une philosophie empirique, et c'est la raison pour laquelle il était à la fois anthropologue, sociologue, théologien, théoricien des organisations et philosophe, entre autres choses, à vrai dire.
L'ironie de l'histoire a voulu que Bruno Latour disparaisse précisément, ou se retire en tout cas, précisément au moment où il était devenu à la fois très écouté et très pertinent pour le moment présent. Là encore, ça a été dit dans la présentation, mais vous pouvez le vérifier par vous-même en regardant sur un petit outil que Google a mis à disposition qui s'appelle Ngram, N-G-R-A-M, et dans lequel vous pouvez entrer un nom, c'est assez amusant à faire, vous pouvez entrer un nom et puis vous voyez en fait des courbes d'évolution des citations de ce nom. Et vous vérifierez que Bruno Latour est de très très loin le penseur français le plus cité au monde, de très loin, beaucoup plus que toutes les autres personnes que vous pouvez imaginer ou nommer, et qu'il est parmi les penseurs les plus cités tout simplement au niveau international, indépendamment du fait qu'il soit français ou pas, beaucoup plus par exemple que Noam Chomsky, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement connu, et il se trouve qu'effectivement, relativement récemment, la France avait cessé de s'enfermer dans cette espèce de conviction un peu mélancolique qui consistait à croire que les grands penseurs ou les grandes penseuses, c'est toujours avant. Il y avait eu le siècle d'or des années 60 et 70 éventuellement, voire encore avant, et puis forcément plus rien. C'est toujours, on vient toujours trop tard, hein, dans un monde trop vieux. Et donc, elle avait fini par comprendre, je crois, l'opinion publique, hein, et les journaux en particulier, avaient fini par comprendre qu'il y avait là, au milieu, parmi nous, une figure intellectuelle extrêmement éminente, hein, qui était capable de construire une pensée qui avait une diversité de champs d'intervention aussi considérable que toutes les grandes pensées qu'on peut imaginer, et une force de pertinence toujours très pointue. Et c'est à ce moment-là donc que Bruno Latour est sorti comme acteur, disons en tout cas, encore une fois, surprenant de cette histoire. Alors j'y ai vu comme une sorte de signe un peu bizarre sur cette contemporanéité qui est la nôtre, comme si, au fond, décidément, on ne pouvait jamais être nos propres contemporains. Au moment précisément où, enfin, la figure de Latour est synchronisée avec son temps, paf, elle disparaît. Comme si donc on ne pouvait jamais habiter qu'un présent en quelque sorte décalé, déserté, désorienté, hein, comme si quelque chose bloquait dans cette capacité à être dans un rapport de clarté, de synchronie avec son propre temps. Comme si on ne pouvait avoir qu'un rapport faux ou bancal avec le présent. Et de fait, c'est une chose que Latour lui-même a souvent dite, en désignant, et je vais cette fois-ci commencer à développer ce terme, en désignant par là une caractéristique de ce qu'il appelle précisément modernité. Modernité, ça veut dire au présent, effectivement. Le moderne, c'est ce qui revendique une projection vers le futur en s'arrachant au passé et qui définit le présent par cet arrachement même. La tradition qui s'oppose au moderne. La tradition qui consiste à envisager le présent comme une tâche de continuation du passé pour le conduire vers un futur, où ce passé sera en quelque sorte sauvegardé, et la modernité, au contraire, qui se caractérise par une attitude, comme l'a soutenu le philosophe Michel Foucault dans un texte d'ailleurs qui s'appelle « Qu'est-ce que la critique ?» qui est sur Qu'est-ce que les Lumières, pardon, qui est sur l'Aufklärung de Kant. Donc ce que Foucault appelle une attitude, qui est une attitude au fond de rupture, de valorisation en quelque sorte de rupture. Foucault disait de valorisation du nouveau comme tel, pour lui-même, parce que c'est nouveau. Dans ce texte d'ailleurs, Michel Foucault faisait référence à Baudelaire, qui est le premier penseur, enfin qui est presque, enfin, qui est le premier à avoir élaboré un peu la notion de modernité, dans un texte qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne », même si le mot de moderne apparaît en français, alors bien sûr avant avec la querelle des anciens et des modernes, mais aussi au début du XIXe siècle, notamment dans des textes de Balzac. C'est véritablement dans ce texte de Baudelaire, le peintre de la vie moderne, qu'il y a cette définition de l'homme moderne,
nous dirions aujourd'hui de la personne moderne, comme une personne qui se définit par son esthétisation du nouveau. C'est ça qui intéresse Baudelaire dans ce texte, et c'est la raison pour laquelle il voit dans la mode une forme très instructive de notre rapport au temps. Et ce n'est pas pour lui dépréciatif. Au contraire, le moderne pour Baudelaire est une véritable éthique et une véritable esthétique qui consiste à dégager dans ce qui se passe ici et maintenant, en tant que ça s'arrache au passé, dans ce qu'il y a de nouveau, une valeur éternelle. Alors, ça paraît contradictoire. Pourquoi, si c'est nouveau, si c'est la mode, ça ne peut pas être éternel? Ben si, justement. Parce que si c'est nouveau, par définition, ça s'arrache à son contexte. Et ce qui s'arrache à son contexte s'arrache au fond à tout contexte. Donc, en ce que c'est nouveau, donc vous pouvez essayer de retrouver la mode égyptienne de moins 1600 avant Jésus-Christ, et ça veut dire en fait essayer de réentrer dans ce qu'il y avait de nouveau, précisément, dans ce moment-là. Et ce nouveau-là, ma foi, eh bien, il coexiste avec tous les temps. Pour Latour, la modernité, justement, elle se caractérise par son extraordinaire capacité à se donner d'elle-même une image sans cesse mystifiée. Il reprenait souvent cette phrase « Les Blancs ont la langue fourchue. Les Blancs, c'est les modernes. » Ceux qui le disent, évidemment, c'est dans les westerns, c'est les Indiens, comme on dit. Autrement dit, eh bien, ceux qui font l'objet de ce type de colonisation qu'on a vu à la frontière, comme on dit, du continent nord-américain. Donc les Blancs ont la langue fourchue, ça veut dire au fond qu'ils font une chose et ils en disent une autre. Ils ne savent pas dire en fait ce qu'ils font. Ce qui caractériserait la modernité, c'est cette incapacité à se décrire elle-même correctement. Et sa tâche, à lui, Bruno Latour, a toujours été, je crois, de produire justement une description adéquate des modernes, ce qu'il appelle une anthropologie de la modernité. Donc une description de ce que veut dire ce processus ou cette forme sociale, ou cette, comme je le dirai plus tard, cette forme de terrestrialisation qu'est la modernité, qui soit plus fidèle à ce qu'elle est véritablement et qui, disons, rompe avec les mythologies modernes. Alors, je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de rendre hommage à Latour que de revenir à ces questions et d'essayer donc de bien comprendre ce que voulait dire pour lui ce mot d'ordre, faire atterrir la modernité. Donc il va falloir décrire la modernité de telle sorte à ce qu'on comprenne ce que ça peut vouloir dire la faire atterrir, donc la décrire de telle sorte à ce qu'on comprenne aussi sa relation complexe, sa relation débordante avec précisément la Terre. Donc, faire une anthropologie de la modernité. Ce que je montrais, c'est qu'au fond, il y a dans l'œuvre de Latour deux temps. Son projet, je crois, peut être intégralement résumé dans cette formule, proposer une anthropologie de la modernité. Et ça veut dire, au fond, une description de la modernité comme une manière parmi d'autres de quelque chose. Une manière parmi d'autres, et c'est là il y a les deux parties, une manière parmi d'autres, au fond, d'être humain, mais on verra que cette manière de caractériser la modernité à travers la notion finalement d'humanité ou de culture n'est pas suffisante. Et donc, dans un deuxième temps, il s'agira de dire, au fond, la modernité, c'est une manière parmi d'autres d'être sur Terre, de fabriquer, en fait, de la Terre. Mais dans les deux cas, il s'agit de relativiser les modernes, relativiser la modernité. Alors, il se trouve que ce mot de modernité, évidemment, il est susceptible de déclencher beaucoup de doutes. Énormément de très grands esprits se sont employés à essayer de décrire qu'est-ce que ça voulait dire, modernité. J'ai nommé Baudelaire et Foucault, mais enfin, il y en a énormément d'autres. Max Weber, Durkheim, Heidegger, Hannah Arendt, Hans Blumenberg, Habermas, enfin, Ulrich Beck, etc. Énormément de gens se sont employés à définir la modernité. Et je crois que la meilleure conclusion qu'on peut tirer de la lecture de tous ces immenses ouvrages, c'est que finalement, rien n'est très convaincant dans cette affaire.
J'y vais un peu à la louche, j'y vais un peu fort, mais je crois que c'est vrai. Et qu'on peut avoir tendance, légitimement, à penser qu'il faut laisser tomber ce terme de modernité, qu'au fond, ça ne désigne pas grand-chose de bien définissable, et qu'il vaut mieux parler d'autre chose, si on veut comprendre ce dans quoi nous sommes pris, qu'il faut peut-être parler du capitalisme, du monde industriel, de société coloniale, voire d'autres choses. Alors, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Latour, pour commencer d'une certaine manière, c'est la manière dont il se distingue dans ce concert par un certain type de fermeté paradoxale à tenir sur l'énigme du moderne, donc à ne pas renoncer à la question de la modernité, mais d'une manière tout à fait paradoxale, qui est exprimée dans le titre d'un de ses livres les plus célèbres, et je crois les plus introductifs, qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes ». Donc, Nous n'avons jamais été modernes, qui doit dater de 1990 ou 91, je ne me rappelle pas, que j'ai tendance à conseiller en général aux gens qui me demandent une introduction de Latour avec des effets complètement contradictoires. Certains me disent « Ah oui, c'est super, on comprend tout », d'autres qui me disent « Je comprends rien », alors qu'ils comprennent des livres beaucoup plus difficiles de Latour. Bon, vous verrez si vous faites l'expérience par vous-même, peut-être vous l'avez déjà faite, et vous me direz. Mais je trouve que c'est la première bonne introduction à l'œuvre de Latour, et la deuxième bonne introduction, c'est un livre qu'il a publié juste avant de mourir, qui s'appelle « Où suis-je ?» qui me semble, si vous avez ces deux petits livres, pas très gros l'un et l'autre, vous avez déjà une bonne introduction, je crois, à la pensée de Latour. Alors, nous n'avons jamais été modernes, ça voulait dire deux choses à la fois. Ça veut dire d'abord, premièrement, que nous, les modernes, nous ne sommes pas exceptionnels. Et deuxièmement, ça veut dire que la modernité est un mot qui empêche de décrire ce en quoi nous sommes différents. Donc, on n'est pas exceptionnel, mais on dit différent, et le mot modernité brouille ces deux aspects. Alors, qu'est-ce que donc on veut dire par modernité ici? Ou plus exactement, pourquoi il y a un problème? Il y a un problème avec le mot de modernité parce que, ou peut-être je reviendrai sur ça plus tard, je vais d'abord vous dire pourquoi il y a peut-être quand même une bonne raison d'insister sur l'idée sur laquelle il s'est bien passé quelque chose. Il y a eu un événement auquel il va falloir trouver un nom, quel qu'il soit. Et la raison, ensuite je vous dirai pourquoi je pense que modernité est peut-être pas si mauvais pour dire ça. Parce que vous pourrez douter tant que vous voudrez d'une différence radicale entre les sociétés qui se sont appelées ou revendiquées modernes et les autres qu'elles ont appelées traditionnelles. Vous aurez certainement raison d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire du point de vue de l'étude de la culture. On peut toujours montrer qu'en réalité, c'est pas si différent, etc. Et c'est tout à fait exact. Donc il n'y a pas d'un côté les modernes et d'un autre côté tout le reste du monde, comme on dit en anglais « the West and the rest », quoi, hein, l'Occident et le reste. Vous serez quand même forcé de reconnaître qu'il y a un grand événement qui est arrivé. Mais cet événement, pour le repérer, il ne faut pas regarder en fait les mœurs humaines, les formes sociales, les formes d'organisation économique ou ce que vous voudrez. Il faut regarder en fait la Terre. Il faut regarder en fait les courbes de ce qu'on appelle la grande accélération et s'intéresser en fait aux discussions des géologues, par exemple autour de la datation de l'Anthropocène. Donc si les géologues discutent autour de la question de savoir s'il est légitime d'introduire un nouveau concept pour désigner une nouvelle ère géologique qui caractériserait celle dans laquelle nous sommes rentrés, c'est qu'il y a là un événement, une coupure, une discontinuité dans l'histoire. Et il se trouve quand même que cet événement, il a à voir avec quelque chose qui s'est passé à partir d'un point de départ qui se trouve dans les sociétés européennes entre le XVIe, XVIIe siècle et la fin du XXe. C'est le point de départ, et qui s'est étendu à la surface de la planète en emportant non seulement toutes les sociétés humaines, mais aussi en vérité tous les êtres terrestres, humains et non humains, dans une discontinuité spectaculaire. Le bouleversement climatique est, pour la conscience collective d'aujourd'hui, c'était moins le cas il y a 10-15 ans, un symbole de cet événement de nature planétaire qui est lié à une transformation des modes d'existence ou d'organisation humaine.
Mais une expression comme la sixième extinction, qui est utilisée pour caractériser, moins au titre d'hypothèse, ce qui arrive aujourd'hui à la biodiversité mondiale, dit quand même quelque chose de l'espace de comparabilité de cet événement dont nous sommes contemporains. Nous sommes dans un temps qui est comparable à 5 autres événements seulement sur les 4,5 milliards d'années de cette planète. Donc là, on sort de l'histoire, on sort de la discipline de l'histoire et même de la préhistoire. On entre dans une toute autre dimension, on entre dans les temps géologiques. Donc cet événement doit se repérer en termes de centaines de millions d'années, voire de milliards d'années. En Allemagne, récemment, on a vu disparaître en quelques années presque 70% de la biodiversité des insectes, par exemple. Bon, on pourrait accumuler ce genre de choses, et ce qui s'exprime à travers les différentes limites planétaires, la transgression de ces limites, est aussi une manière d'appréhender cet événement. Donc quelque chose s'est passé. L'originalité de Latour dans le champ intellectuel contemporain tient à ce qu'il n'a jamais cédé sur la conviction profonde que quelque chose avait bien eu lieu, sauf qu'il a toujours aussi soutenu qu'on ne savait pas le décrire. Le mot modernité, à mon avis, vaut pour lui, et en tout cas je crois que c'est la meilleure manière de le comprendre, plutôt comme le nom d'une question que comme une réponse. S'il faut le préférer aux autres termes que j'ai mentionnés, comme capitalisme, anthropocène, civilisation industrielle, technosciences et ce que vous voudrez, c'est justement peut-être parce que ce mot de modernité, d'abord, est plus obscur, il est plus discutable, il est plus controversé, et donc il nous oblige à ne pas croire trop vite qu'on sait de quoi on parle. C'est aussi tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, modernité désigne un certain régime du temps, un certain mode de temporalisation, désigne une certaine manière d'être contemporain de soi-même. Pour les modernes, être contemporain, ça veut dire précisément être moderne. Mieux encore, modernité veut dire qui s'impose si on veut être contemporain de sa propre histoire. Si vous n'êtes pas moderne, ça veut dire que vous refusez d'être contemporain de votre propre histoire. Or, c'est cette évidence-là du moderne qui pose problème. Qu'il y ait modernisation, je pense que personne ne peut en fait en douter, qu'il y ait des processus de modernisation, entre guillemets, mais que cela doive s'appeler modernisation, c'est-à-dire que cela s'inscrive dans une temporalité linéaire, telle que ces processus en cours seraient simplement en quelque sorte des réponses aux questions éternelles du cœur humain, voilà ce qui est tout à fait discutable. Par exemple, que l'invention des sciences modernes ne soit rien d'autre que la découverte, enfin, des véritables manières de produire une connaissance sur le monde que l'humanité aurait toujours cherché mais n'aurait jamais trouvé, voilà qui est discutable. En tout cas, qui n'aide pas à comprendre ce que sont les sciences modernes. Les modernes, en gros, sont ceux qui croient qu'ils font ce que tout le monde avait toujours rêvé de faire. Les êtres humains avaient rêvé de voler, paf, ils ont inventé les avions. Les êtres humains ont eu faim, paf, ils ont inventé l'agriculture industrielle. Les êtres humains voulaient connaître le monde, paf, ils ont inventé les sciences. Les êtres humains voulaient vivre en paix, paf, ils ont inventé... Ah, ça... Enfin. Autrement dit, en présentant les choses de cette manière-là, la notion même de modernité remplace quelque chose comme une contingence historique par une nécessité, qui est la nécessité, bien sûr, vous l'aurez compris, du progrès. Donc nous n'avons jamais été modernes, veut dire en fait, il n'a jamais été nécessaire que nous le devenions. C'est autrement qu'il faut décrire ce décrochage temporel ou ce nouveau mode de temporalisation qui s'est exprimé à travers ce mot de modernité. Voilà pourquoi la première tâche, je crois, à laquelle Latour s'est consacré, et qui, je crois, est tout à fait légitime, est de relativiser les modernes. C'est-à-dire d'écrire quels choix précis caractérisent les processus de modernisation en les contrastant avec d'autres, possibles aussi, consistants, pas nécessairement négatifs en soi, pas nécessairement en attente de leur propre dépassement et remplacement
par des processus modernes, mais consistants en eux-mêmes, et susceptibles aussi peut-être d'ailleurs de coexister avec des formes d'existence dites modernes. C'est ici qu'on peut introduire comme exemple, et peut-être comme modèle de cette manière de penser, le travail de Bruno Latour sur les sciences, puisque c'est ainsi que Bruno Latour a commencé, en fondant, d'une certaine manière, ou en fondant avec d'autres, cette discipline qui s'appelle qu'on peut appeler l'anthropologie des sciences et des techniques, ou qui s'appelle plus souvent la sociologie des sciences et des techniques en anglais, STS, Sociology of Sciences and Technologies. C'est ainsi que Latour a commencé sa carrière intellectuelle, ou presque, j'y reviendrai, en faisant une anthropologie des sciences, c'est-à-dire en se proposant d'appliquer les méthodes qu'on appliquait, entre guillemets, aux sauvages, à des cas hyper modernes, ou supposément hyper modernes, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans un laboratoire de synthèse moléculaire d'hormones en Californie, dans les années 70, très précisément dans le laboratoire à San Diego d'un monsieur qui s'appelait le professeur Guillemin, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel après. Latour s'amusait de n'avoir jamais, au fond, étudié que des prix Nobel. Donc, c'est dans ce livre, publié pour la première fois en anglais en 1979, et c'est évidemment très caractéristique de Latour que d'avoir d'abord commencé, en fait, par le monde anglophone, pour revenir en France par ce biais-là. Je crois qu'il est le premier grand philosophe, enfin penseur français à, disons, appartenir à ce monde global, en fait. Bien sûr, les philosophes français, penseurs français ont été exportés, Foucault, Derrida, etc. Mais commencer dans le monde académique états-unien pour ensuite développer cette œuvre, en plus en étant catholique, issu d'une famille de la grande bourgeoisie viticole, vous savez, les fameux châteaux Latour, cela créait déjà une sorte de décalage, enfin, ou de relative marginalité à l'œuvre de Latour qu'il n'a d'ailleurs jamais perdue. Alors qu'a-t-il découvert, en fait, en allant voir ces scientifiques? Il a découvert des gens qui n'étaient pas tellement préoccupés d'essayer à se débarrasser de leurs supposés préjugés traditionnels et superstitions infectes pour pouvoir regarder enfin avec des yeux vierges et nus une réalité aurorale, comme on décrit parfois le moderne. La science moderne serait celle qui se sépare du principe d'autorité, qui renonce à la superstition, etc. C'est tout un récit qu'on a fait de la modernisation des savoirs. Mais il a surtout découvert des gens qui dépensent énormément d'ingéniosité et d'énergie à produire des réalités d'un genre très particulier, qui sont ce qu'on appelle les objets ou les faits scientifiques. Alors, la formule moléculaire de l'hormone, qui était ce sur quoi travaillait le laboratoire du professeur Guillemin, où il a fait ce terrain d'ethnographie, est une entité qui est tout aussi construite que n'importe quelle autre. Et donc, s'il s'agit de mettre en évidence, c'est justement les processus par lesquels elle est construite. Mais elle a ça de particulier que si vous voulez discuter de cette construction, et par exemple, si par relativiser, vous voulez dire qu'on aurait pu faire autrement, il faut entrer dans la controverse scientifique. Il ne suffit pas de le dire de l'extérieur, comme ça, en disant ça aurait pu être autre. Et c'est très solidement construit. Mais c'est quand même une construction, et c'est une construction qui crée un être, mais un être tout à fait réel, dit Latour. C'est pas parce qu'il est construit qu'il n'est pas réel. Au contraire, il est très, 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 très solidement réel pour cette raison même. Mais il est réel un peu de la même manière que, par exemple, les esprits abeilles que les chamans amazoniens convoquent pour comprendre ce qui se passe dans la forêt, sont aussi réels à leur manière et supposent des techniques de construction, d'appréhension, de convocation, etc. Je fais ici allusion à un très beau livre qui s'appelle « La chute du ciel », qui a été écrit à la fois par un anthropologue français et par un chaman de la population Yanomami, aujourd'hui d'ailleurs au milieu d'une sorte de génocide, à vrai dire, lancé par le gouvernement Bolsonaro. Donc le livre s'appelle « La chute du ciel », les auteurs sont David Kopenawa et Bruce Albert. Donc ces objets scientifiques sont aussi réels, mais autrement réels. Certes, leur manière d'être réelle leur donne une prise sur le monde qui est certes pas la même que celle que les esprits abeilles donnent à David Kopenawa. On peut penser que cette prise
permet aux scientifiques d'acquérir une puissance et une autorité qui se mesurent, dit Latour, au nombre d'alliances qu'on peut construire autour d'eux. Je prends un exemple que j'ai pris dans mon livre sur l'hydroxychloroquine, pour comprendre ce que ça veut dire en fait puissance et autorité à travers des alliances. Ce que veut dire en fait au fond l'objectivité d'un fait scientifique, c'est que pour contester cette objectivité, vous êtes obligé de rompre un très grand nombre d'alliances avec plein d'autres acteurs, humains et aussi non humains. Et je me souviens que Michel Onfray, qui avait une certaine amitié avec le professeur Raoult, a finalement laissé tomber ce brave professeur parce que son médecin lui a expliqué que s'il prenait de l'hydroxychloroquine, étant donné la condition médicale qui était la sienne, il risquait d'y passer. Et Michel Onfray a donc, d'une certaine manière, préféré l'alliance avec son médecin à celle avec le professeur Raoult. Au fond, c'est toujours comme ça. Pour qu'il y ait objectivité de quelque chose, il faut qu'il y ait la production de quelque chose qui a synthétisé un grand nombre d'alliances, et quelque chose est d'autant plus objectif, c'est-à-dire d'autant moins discutable, si vous voulez, qu'il a agrégé en lui un très grand nombre d'alliances. Le film que Christopher Nolan, Oppenheimer, est un magnifique document, au fond, de sociologie des sciences, je trouve, d'autant plus passionnant d'ailleurs que je crois qu'il met en scène cette question de l'autonomie des sciences, du savoir scientifique, par rapport aux usages qui en sont faits. Pourquoi ? Parce que Oppenheimer vraiment ressemble au scientifique que décrit Bruno Latour, c'est-à-dire quelqu'un qui ne cesse de traverser les frontières. Il n'est pas que scientifique, il est aussi project manager, homme politique, militaire, à vrai dire aussi artiste, amant, etc. Mais en même temps, il cherche, donc il brouille, vous voyez, on voit que les sciences sont mélangées, ne sont pas autonomes, ne sont pas pures, c'est simplement quelque chose qui a d'autant plus de force qu'il est au cœur d'un réseau d'alliances. Et en même temps, il est amené à vouloir reconstruire un partage entre l'autonomie de la science et les usages. Et ça, c'est la grande différence entre les deux bombes. La bombe A, ça va, c'est purement scientifique. La bombe H, ça va plus, c'est plus uniquement scientifique. Et il y a une scène que vous pouvez interpréter de deux manières dans ce film, où, plus exactement, vous pouvez interpréter ce film de deux manières. D'une manière, dans une lecture, au fond, on raconte une sorte de complot contre Oppenheimer pour le discréditer dans un contexte de macartisme, mais dans une autre lecture, en fait, vous pouvez le voir comme une sorte de stratagème extraordinaire que construit le scientifique pour rétablir en fait son innocence et sa virginité. C'est ce que d'ailleurs l'épouse de Oppenheimer lui dit dans une scène que je trouve cruciale du film, où elle lui dit « Tu veux qu'on se rappelle de toi comme celui qui a mis fin à la guerre, et pas qu'on se rappelle de toi comme celui qui a produit la prolifération des armes nucléaires, mais ça ne marchera pas. Tu veux t'innocenter, mais ça ne marchera pas parce que tu te sens coupable. » Et lui, il sourit et dit « Peut-être. » Autrement dit, peut-être que ça marchera. Et je crois que le film raconte cette opération. C'est exactement ce que décrit Latour. Vous voyez bien, les sciences modernes à la fois mélangent tout, mais en même temps, dans l'idéologie de la science moderne, elles doivent se présenter comme étant en quelque sorte autonomes, séparées, pures. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Encore une fois, pour contester des résultats scientifiques, il faut être scientifique. C'est le jugement par les pairs, P-A-I-R, qui compte. Et en même temps, ce jugement par les pairs ne vaut que parce que ces fameux pairs sont capables de montrer qu'ils intéressent les autres. Que grâce aux sciences, on peut faire plein d'autres choses que des sciences. Voilà un peu le modèle du paradoxe, en quelque sorte, des pratiques modernes. Donc le grand malentendu sur l'expression « relativiser » consiste à croire qu'en relativisant quelque chose, on cherche à lui enlever une partie de sa dignité, une partie de son poids ontologique, de son poids de réalité, alors qu'en réalité, on cherche simplement à le décrire plus précisément et à spécifier avec plus de rigueur précisément cette dignité, sa singularité, sa différence, sa spécificité, par contraste avec d'autres manières alternatives de faire. C'est par amour des sciences, et même, je dirais, par amour des modernes, que Latour a cherché à les relativiser, c'est-à-dire à montrer en quoi ces pratiques dites modernes étaient si singulières, si originales,
si irremplaçable, sans qu'il soit nécessaire pour cela de penser que tous les savoirs auraient dû devenir scientifiques ou devraient devenir scientifiques et qu'il faudrait simplement devenir ou n'avoir d'autres savoirs que scientifiques. Ce grand malentendu, nous sommes ici dans un lieu d'éducation populaire, et je tiens à le dire fermement, ce grand malentendu qui consiste à croire que les sciences auraient par elles-mêmes en quelque sorte une autorité qui devrait être respectée indépendamment des traductions qui en sont faites en permanence et qui obligent à sortir du raisonnement scientifique, est à mon avis au cœur, on va dire, de la crise de confiance des sciences. Parce que le fait est que nous ne sommes pas capables de savoir pourquoi les scientifiques disent ce qu'ils disent, parce que nous ne sommes pas scientifiques, ou même quand on l'est pas de manière suffisamment spécialisée pour le savoir. Donc on ne peut que les croire. Et donc il faut traduire et reconnaître que cette traduction est la nature même de la présence des sciences parmi nous. C'est ici que je voudrais rappeler que Latour a forgé son projet intellectuel d'anthropologie de la modernité dans un contexte particulier, qui est celui de l'Afrique, et plus précisément de la Côte d'Ivoire, en pleine décolonisation, dans laquelle il a fait sa coopération, comme on faisait jadis, dans le cadre d'un organisme appelé l'Orstom, où il était donc embauché comme chercheur, et où on lui a donné comme tâche de faire un rapport sur les difficultés que rencontraient les entreprises, notamment les grandes entreprises d'ailleurs, souvent de capital français, à ivoiriser le personnel. Ce texte, en fait, est une formidable enquête sur le racisme et sur les apories, précisément, de la modernisation, qui montre à quel point celle-ci est inséparable de la question coloniale, de la situation coloniale. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la modernisation présuppose, d'une certaine manière, que ceux qu'elle modernise, en fait, ne sont pas capables d'être modernisés. En fait, je résume un peu brutalement. Alors, il n'a jamais publié ce texte, c'est un rapport qui est désormais disponible sur son site, mais je crois que c'est une clé pour comprendre, au fond, toute son entreprise. Voilà donc pour le premier temps, ou pour le premier moment, je dirais, du projet latourien, compris comme relativisation de la modernité. Mais l'œuvre de Latour n'aurait pas l'impact qu'elle a pour nous aujourd'hui, s'il n'avait pas pris acte très tôt qu'il y avait un deuxième contexte, autre que celui de la colonisation et de la décolonisation, plus exactement, qui justifiait ce travail de relativisation des modernes. Et ce contexte, c'est la question écologique, et plus exactement ce qu'on pourrait appeler la question écoplanétaire, celle du terrestre. Nous n'avons jamais été modernes et publié juste après la chute du mur de Berlin. Au tout début de ce texte, Latour explique que nous sommes confrontés à deux événements bizarrement contradictoires, encore ces effets de synchronie, désynchronisation. Il écrit ceci: la tenue à Paris, à Londres, à Amsterdam, en cette même année glorieuse 1989 de la chute du mur de Berlin, des premières conférences sur l'état global de la planète symbolisent pour quelques observateurs la fin du capitalisme, de ses vains espoirs de conquête illimitée et de domination totale de la nature. Fin de citation, c'est au tout début du livre. Autrement dit, au moment même où le monde cesse d'être divisé en deux blocs, et où le modèle euro-américain, si on veut, semble n'avoir plus d'obstacles devant lui, une nouvelle frontière en réalité apparaît, un nouveau mur, le mur de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque les limites planétaires. La promesse justement de modernisation, donc de transformation de toutes les formes de vie par importation des procédés inventés donc, et puis raffinés, développés, etc., à partir de l'Europe du XVIIe siècle. Donc cette promesse bute sur un mur qui ne divise pas deux parties de la Terre, si vous voulez, mais la Terre elle-même et sa propre fragilité. Il faudrait, dit-on, 5,2 planètes, peut-être 3 maintenant, je ne sais plus, pour que les modes de vie états-uniens puissent être étendus à l'ensemble des êtres vivants, des êtres humains vivant actuellement sur la planète. Donc il n'y a pas de place pour le projet moderne. Il n'y a pas de place pour ça sur la Terre. Voilà ce que veut dire l'idée sans laquelle la modernité n'est pas sur Terre. Elle sort de la Terre. Elle fait, et là encore, vous voyez le double jeu, elle dit qu'elle n'existe en quelque sorte que pour proposer, enfin qu'en se proposant comme avenir pour tout le monde, mais il n'y a pas sur Terre de place pour cet avenir pour tout le monde.
Donc il ne s'agit plus désormais de savoir quelle sorte d'agencement d'humains et de non-humains les modernes fabriquent par contraste avec les autres dans un contexte de colonisation et de décolonisation. Il s'agit désormais de savoir quelle sorte de terrestres ils sont. Il s'agit de les recaractériser par ce qu'ils font à la Terre, la manière dont on transforme les mécanismes ou les cycles planétaires. Ah, quelqu'un qui n'a pas écouté l'instruction. Donc, la manière dont on transforme les équilibres planétaires, qui est consubstantielle de la manière même d'habiter, de se construire un séjour sur cette terre. Autrement dit, nous construisons un séjour sur cette terre, construisons des bâtiments, des réseaux de transport, des vêtements, des médicaments, des pratiques sociales aussi, des valeurs, etc. Mais cette manière d'habiter la Terre, de nous faire un séjour terrestre, d'habiter localement la Terre, a un impact sur l'ensemble du système planétaire, de telle sorte qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le mot anthropocène veut dire que la principale force géophysique orientant les dynamiques planétaires est de nature humaine. Donc il s'agit désormais de caractériser quelle sorte de terrestres sont donc ces modernes. De quelle manière ils s'insèrent sur la Terre, pas simplement au niveau de leurs effets, mais au niveau aussi de leurs ressources, de leur manière de s'inscrire, encore une fois, dans les cycles planétaires. S'il n'y avait pas des cycles de régénération des existants terrestres, il n'y aurait pas de société moderne et de mode de vie moderne. Mais la manière dont on s'insère dans ces cycles planétaires transforme ces cycles planétaires. Évidemment, le cycle du carbone en est un exemple spectaculaire, puisque ce cycle du carbone passe notamment par le fait qu'une partie du carbone est enterrée sous la forme de sédiments fossiles, qu'il ressort toujours. Il n'y a pas d'énergie absolument non renouvelable, si vous voulez, sinon celle de la fission nucléaire au centre de la Terre et de la fusion nucléaire dans le Soleil. Celles-là, elles sont non renouvelables jusqu'à preuve du contraire. Mais ce qui se passe sur la Terre fonctionne à la régénération permanente, même si c'est toujours de manière bancale, incomplète, complexe, etc. Simplement, c'est une question de différentiel de vitesse. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que non seulement on puise dans les ressources fossiles à une telle vitesse que celles-ci vont s'épuiser, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on n'aura peut-être même pas le temps de les épuiser avant que les effets de cette émission du carbone dans l'atmosphère terrestre finissent par engendrer de telles transformations des modes de vie que nous ne pouvions même pas continuer à maintenir cette civilisation industrielle qui permet de puiser ces ressources fossiles. Peut-être que oui, peut-être que non, à quel prix? En tout cas, c'est certainement ça la question. On comprend dès lors que la manière dont Latour reformule la tâche caractéristique du présent a tout son sens. L'enjeu du présent, c'est de réencastrer les modes de vie modernes dans les limites planétaires. Donc il s'agit de savoir comment ces processus dont nous avons hérité, ces formes d'existence, ces manières de nous déplacer, ces manières de nous aimer, ces manières de nous vêtir, etc., comment est-ce qu'ils peuvent donner lieu à une réinsertion dans des cycles terrestres régénératifs dans la durée nécessaire pour que nous puissions continuer à faire ce que nous aimons faire, continuer à être avec ce à quoi nous sommes attachés. Donc l'enjeu n'est pas de changer pour changer. Je ne crois jamais à ça. Je pense que les gens changent parce qu'ils veulent continuer à faire la même chose en réalité. Donc, et précisément, c'est le cas. Si vous voulez continuer, eh bien, il va falloir changer. C'est ça l'idée. Faites attention à ce point que la formule n'implique pas que la Terre soit une réalité finie, aux frontières fixes comme une maison, en quelque sorte, qu'on ne pourrait pas déplacer. La Terre, ou ce que Latour a appelé Gaïa, en reprenant une formule du grand savant anglais James Lovelock de la microbiologiste états-unienne Lynn Margulis. Donc la Terre, ou Gaïa, est une entité active, dynamique, historique, qui réagit aux actions des terrestres qui y vivent. Ce n'est pas la petite planète qui tourne autour du Soleil de Copernic. C'est, comme le dit récemment Jérôme Gaillardet dans un livre qui
vient de sortir aux éditions La Découverte et qui s'appelle La Terre habitable, l'épopée de la zone critique, que je vous recommande vivement. J'ai écrit un article pour Libération qui va bientôt sortir sur ce livre. En fait, la Terre, c'est cette mince pellicule qui se trouve à la surface de cette planète et qui, elle aussi, tourne, mais tourne sur elle-même dans des cycles de régénération très complexes et très imbriqués les uns dans les autres. Encore une fois, la question n'est pas de se résigner à rentrer dans des limites un peu castratrices, mais c'est de devenir plus intensément sensible à notre propre condition terrestre. Et ça, eh bien, c'est au fond une chance. C'est ainsi que je voudrais donc terminer. Certes, la situation présente a beaucoup d'aspects angoissants. Certes, elle annonce et elle nous installe déjà dans un grand nombre de deuils. Je crois qu'il y a beaucoup de deuils, notamment, comme je disais tout à l'heure, 70% des espèces d'insectes en Allemagne ont disparu. Bon, c'est matière à deuil. Ça, depuis d'ailleurs très longtemps, un certain nombre d'écologistes s'étonnent qu'il n'y ait pas de rituel de deuil pour les espèces disparues. Je crois qu'ils ont raison. C'est Aldo Léopold, très précisément, qui disait cela. Donc certes, les espèces se meurent, les paysages se modifient. Par exemple, il est probable que Paris ne puisse pas rester cette ville grise, sombre, un peu noire, avec ses toits en zinc, etc. Il est probable qu'il faut qu'elle devienne en fait beaucoup plus végétale, que les toits soient peints en blanc comme Casablanca. C'est un deuil esthétique pour les gens qui, comme moi, sont venus dans cette ville portée par l'imaginaire de Baudelaire et de Rimbaud. Bien sûr, les forêts brûlent, tout ça est terrible, les guerres reviennent tambouriner et comment à nos portes, et pourtant, je crois que nous devons penser le moment présent comme une chance, je dirais, de nature métaphysique. Pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, même pour la première fois certainement dans l'histoire de l'humanité, et je dirais même peut-être pour la première fois dans l'histoire de tous les terrestres, de toute l'histoire de la Terre, nous avons la possibilité de vivre dans un rapport plus étroit, plus intime, avec la condition planétaire qui de fait est la nôtre. Nous avons la possibilité, disons, d'intégrer cette condition terrestre, donc le fait que nous ne pouvons exister que grâce à ces cycles de régénération terrestre, et qu'en contribuant à les modifier, nous pouvons désormais nous laisser transformer, altérer par la compréhension de plus en plus fine de cette réalité. Donc la tâche qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de nous rendre sensibles à notre activité terrestre. Nous sommes, vous et moi, collectivement ou individuellement, institutionnellement parfois aussi, nous sommes des agents de terraformation de la planète Terre. On transforme la planète Terre, mais nous ne savons pas comment exactement. Nous avons des informations très vagues, empreinte carbone, nous dit-on, recyclage, c'est très vague en fait. La nature de la part d'impact planétaire qui est la nôtre aux différentes échelles où nous agissons, nous la connaissons très mal. Aujourd'hui, des agriculteurs ou des agricultrices qui travaillent dans les champs ne savent pas très bien comment ils sont en train de transformer les systèmes terrestres qui pourtant sont ceux grâce auxquels ils peuvent précisément cultiver. Et je vous jure que j'ai eu cette expérience car je fais une sorte d'enquête, ou aussi je fais de la philosophie empirique auprès d'agriculteurs conventionnels sur la question de l'azote. Vous allez les voir avec des collègues, géographes, agronomes, etc., un projet que nous avons. Et nous leur disons, bon, nous on s'intéresse à la question de savoir justement comment les exploitations agricoles réagissent à la question du réchauffement climatique. Et plus particulièrement, on s'intéresse à voir comment ça pourrait impacter sur les pratiques de fertilisation azotée. Et un agriculteur qui nous dit « Ah bon, vous faites le lien ?» Vous ne savez peut-être pas, mais lui, il devrait savoir, et il le sait d'ailleurs. L'azote d'aujourd'hui, l'azote chimique, est produit par un procédé qui s'appelle le procédé Haber-Bosch, qui est en fait très consommateur, et très émetteur, en pétrole et en gaz, donc très émetteur de gaz à effet de serre. Et outre qu'aujourd'hui, l'azote a été multiplié par 7 depuis l'introduction de ces technologies, l'azote atmosphérique. C'est-à-dire, en fait, c'est le cycle biogéochimique le plus perturbé de tous. Beaucoup plus que tous les autres, que le carbone, que l'eau, que l'oxygène, etc. Outre ça, en fait, ça contribue massivement au réchauffement climatique. Alors, on fait notre entretien, j'étais un peu surpris, et à la fin, je lui dis « Ah, à propos, vous nous avez demandé au début pourquoi on faisait le lien, parce que vous savez que...
la production d'azote était effectivement très émettrice de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, vous le savez d'autant plus que vous le payez cher parce que ça se produit en Ukraine et en Russie. Et là, il me dit, ah oui, c'est vrai. Donc il avait oublié. Donc c'est ça, ce phénomène de déconnexion avec nos véritables, même quand on le sait, on l'oublie. Donc je crois que la tâche à laquelle Latour nous a invités, sous le nom, bon, c'est moi qui ai un petit peu insisté sur ce terme, mais bon, de reterrestrialisation, c'est un peu barbare, mais on s'y habitue, de reterrestrialisation, cette tâche-là, ça consiste à recréer en quelque sorte des capteurs, une forme de sensibilité à notre propre action planétaire. Nous, individuellement, encore une fois, collectivement, dans un foyer, dans une entreprise, comme pays, à différentes échelles. Donc voilà ce que veut dire revenir sur Terre. Voilà ce que veut dire faire atterrir les modernes, ça veut dire transformer l'ensemble des pratiques que nous avons héritées de la modernité et avec lesquelles, de fait, on ne pourra pas rompre du jour au lendemain, mais les transformer de telle sorte à ce qu'on puisse rouvrir un avenir pour les lignées terrestres dont nous faisons partie et sans lesquelles, de fait, nous ne pouvons pas avoir d'avenir. Je suis frappé du fait que, finalement, la pensée politique, en particulier à gauche, a souvent eu un sens assez faible du temps long. Finalement, on attendait la révolution pour le lendemain qui va chanter. Eh bien, je pense que peut-être le moment est venu de lui donner un temps très long et que peut-être la tâche, à la fois politique et spirituelle du présent, c'est précisément de construire les conditions d'une temporalité ouverte, telle que peut-être, pourquoi pas, après tout, une aventure extraterrestre soit possible. Car dans l'état actuel du différentiel de vitesse entre la dégradation de l'écosystème, des écosystèmes planétaires et le progrès scientifique et technologique, le projet d'Elon Musk d'aller coloniser Mars va se trouver probablement buté sur un mur. C'est-à-dire que les civilisations industrielles s'effondreront plus vite que Elon Musk ne sera capable de développer ces techniques. Si donc nous voulons même aller sur Mars, il faut revenir sur Terre. Voilà donc ce que je veux dire. Vous voyez qu'on dit en anglais, parfois on dit c'est once in a lifetime opportunity, une chance qu'on n'a qu'une seule fois dans sa vie. Eh bien moi, je dirais que cette situation actuelle est une one in a species time opportunity, une opportunité qu'on n'a qu'une seule fois dans l'histoire d'une espèce et peut-être même dans l'histoire d'une planète. Donc, je crois que nous devons la saisir avec enthousiasme, avec joie. Et en cela, je pense me montrer fidèle à ce que j'ai senti en permanence dans la fréquentation et dans l'enseignement de Bruno Latour, à savoir quelqu'un qui ne séparait jamais le savoir et la joie dans un sens profondément spinoziste. Il n'y a pas de vérité sans joie. Latour, je crois, était un penseur joyeux. J'espère que nous deviendrons, en le lisant, une civilisation joyeuse. Je vous remercie.